Mes années d'université ont été parmi les plus belles de ma vie. Ne vous méprenez pas, je suis très heureux de la vie que je mène, mais mes souvenirs de ces 4 années sont éternels. Mon conseil à tous ceux qui sont encore à l'université, ne les prenez pas pour acquis, car elles passent si vite. J'ai étudié dans une université de plage. Notre campus était littéralement au bord de l'eau. Cette histoire se déroule pendant que je faisais mon serment d'allégeance avec ma classe de serment. Si vous ne le savez pas, c'est en gros un semestre complet d'initiation pour tous ceux qui ont été admis à la fraternité ce semestre-là. Il vaut mieux ne pas en parler. Bref, c'était la dernière semaine de serment avant que nous devenions officiellement frères. En général, c'est la semaine où la fraternité passe à la vitesse supérieure, pour ainsi dire. Pour nous, il était communément admis qu'à un moment donné de la dernière semaine, nous devions relever le défi de la plage. Voici ce qui se passait. Les frères conduisaient toute notre classe sur une vingtaine de kilomètres le long de la côte le vendredi soir. Ensuite, on avait 1 heure pour finir un énorme fût rempli de Dieu sait quoi. Ensuite, ils nous emmenaient à la plage, nous attachaient les poignets, nous bandaient les yeux, prenaient nos téléphones, nos montres et nos chaussures, et nous laissaient là. On avait jusqu'au lever du soleil pour rentrer à la maison, sinon on était tous abandonnés. Pour être tout à fait honnête, j'étais assez nerveux avant ça, mais je ne pouvais vraiment rien faire. Aucun de nous ne pouvait rien faire. Je me souviens qu'il faisait étrangement froid la nuit précédente, mais l'excitation de devenir frère et d'en avoir enfin fini avec toutes ces bêtises était une décharge d'adrénaline. Les fûts, c'était la partie facile. À ce stade, on était assez à l'aise pour se partager l'alcool et tirer sur la trigonométrie si nécessaire. On était 15. Après nous avoir attachés, les frères ont bandé les yeux de tout le monde sauf de Chandler, qui était tout en tête de la file. Il devait être nos yeux, mais c'était toute l'aide qu'on allait recevoir. Notre maître de cérémonie était un grand Mexicain nommé Ramirez, mais il insistait pour qu'on l'appelle tous Los Polos, comme le restaurant de Breaking Bad. C'était un type bizarre. Il nous a expliqué les règles une dernière fois, puis a rejoint les autres frères et est parti. On était maintenant seuls. Je ne vais pas vous donner les noms de chacun, mais mes amis les plus proches dans ma classe de cérémonie étaient Chandler, Whitworth, Jackson et T-Crom. J'étais tout au fond de la file, et Whitworth était juste devant moi. On a commencé à marcher, Chandler nous ouvrant la marche. C'était l'enfer. Sans nos téléphones, impossible de savoir où on en était ni combien de temps il nous restait. On ne pouvait que continuer à marcher. Au début, on essayait d'égayer l'ambiance en discutant et en faisant des blagues, mais avec le temps, ça a fini par devenir lassant. Après ce que j'appellerais 2 heures de marche, nous avancions péniblement dans un silence complet, avec quelques pauses pour laisser quelqu'un vomir. J'ai commencé à me dissocier. Même les bruits de l'océan se sont tu tandis que j'avançais, enfermé dans ma propre tête. C'était un silence complet. Soudain, j'ai senti une forte traction sur la corde autour de mes poignets. J'ai donc fait quelques grands pas en avant et je me suis arrêté, pensant que Whitworth était tombé. Whitworth était un peu plus maladroit que la plupart. Ce genre de choses n'était donc pas très surprenant. Je n'avais ni la force ni l'énergie de lui demander s'il allait bien, alors j'ai simplement attendu. J'ai dû rester planté là, comme une statue, pendant 1 minute entière. Quelque chose clochait. J'allais dire quelque chose quand la corde autour de mes poignets s'est à nouveau tendue. J'ai repris ma marche, content que Whitworth ne se soit pas évanoui. La marche a repris et je suis retombé dans ma phase de déconnexion, me sentant terriblement mal. J'ai prié pour que nous approchions de la dernière ligne droite. Il le fallait. Juste à ce moment-là, j'ai fait ce qui devait être mon 10 millième pas, mais quelque chose était différent. Au lieu de toucher le sable humide, mon pied a claqué la fine couche d'eau de mer, si reconnaissable entre mille. J'ai fait quelques pas de plus, et l'eau est devenue plus profonde, m'atteignant les chevilles. J'étais perplexe. Pourquoi Chandler nous entraînait-il dans l'eau? La corde s'est à nouveau tendue, signifiant que Whitworth et tous ceux qui étaient devant moi continuaient à marcher, alors j'ai fait de même. Je me suis dit que quelqu'un avait besoin de se laver les pieds, pour une raison ou une autre. Si personne ne se plaignait, je n'allais certainement pas commencer. L'eau est restée à hauteur de cheville pendant un moment, avançant et reculant au gré des vagues. C'est alors que j'ai senti l'eau remonter, jusqu'à ce qu'elle m'arrive confortablement au tibia. Chandler nous faisait vraiment chier, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Cette stupide activité n'était-elle pas déjà assez douloureuse? L'eau allait seulement nous ralentir. Quelques secondes plus tard, un léger bruit a commencé à se faire entendre au loin. J'ai tendu l'oreille et j'ai commencé à le reconnaître. C'était le bruit d'un moteur de bateau au ralenti. Alors que nous continuions à marcher,
Le vrombissement du moteur devenait de plus en plus fort, ce qui signifiait qu'il se rapprochait ou que je m'en rapprochais. Je commençais à être vraiment mal à l'aise. J'avais presque de l'eau jusqu'aux genoux. Finalement, je rompis ce qui avait dû être des heures de silence muet. « Les gars, qu'est-ce qu'on fout dans l'eau » J'attendis, perplexe, ne comprenant pas pourquoi personne ne me répondait. « Les gars » demandai-je à nouveau d'une voix plus inquiète. Toujours rien. Je sentais la panique s'installer. Soudain, ma cécité suffoquait. Je dus regarder autour de moi. Je tendis les poignets vers mes yeux pour tenter de défaire mon bandeau. Ce faisant, la corde se détacha, me forçant à retomber les bras. J'ai juré, plongeant la tête vers mes doigts et défaisant mon bandeau avant que la corde ne soit à nouveau retirée. À ma grande horreur, ce n'était pas Whitworth qui me guidait. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à fixer un homme d'âge moyen qui tenait le bout effiloché de la corde attachée autour de mes poignets. Je fixais, stupéfait, la corde sectionnée dans sa main, et c'est là que je compris ce qui avait causé la coupure. Un long couteau de cuisine rouillé reposait dans sa main gauche. Derrière lui, un bateau tanguait dans l'eau, et je distinguais 3 autres silhouettes imposantes à bord. J'ai hurlé à la mort avant qu'il n'ait le temps de réagir, tirant mes bras vers le haut aussi violemment que possible. Au même moment, je sortis un pied de l'eau et lui donnai un coup de pied dans la poitrine de toutes mes forces. Heureusement, la corde se détacha de sa prise. Il attrapa ma chemise pour tenter d'amortir sa chute, mais le tissu céda dans un bruit assourdissant. Il hurla en plongeant dans l'eau avec un gros morceau de mon t-shirt blanc, mais je me dirigeais déjà aussi vite que possible vers la terre ferme, les poignets toujours attachés. Quelques secondes s'écoulèrent avant que j'entende un éclaboussement au loin. Quelqu'un avait sauté du bateau. Je ne regardais même pas derrière moi, je continuais d'avancer. J'étais à peu près à mi-chemin du sable quand quelque chose passa juste à côté de ma tête, à quelques centimètres de mon oreille droite. C'était le couteau. Je le regardais filer à côté de moi avant de disparaître dans l'eau. J'étais sous le choc, mais l'adrénaline faisait son effet. J'arrivais à terre et, pour la première fois, je me retournais. Il y avait 2 hommes dans l'eau et 2 sur le bateau pointé. Ils ne me poursuivaient plus, se contentant de me fixer du regard. L'homme le plus proche tenait encore le morceau blanc de ma chemise déchiré dans la bagarre. Je n'ai pas perdu une seconde de plus. J'ai remonté la plage en courant et j'ai atteint la rue. Le soleil était déjà levé, mais ma fraternité était la dernière chose à laquelle je pensais. J'ai hélé la voiture la plus proche. Après avoir supplié d'utiliser leur téléphone, j'ai appelé la police. En vain. Le temps que les flics arrivent, les 4 hommes étaient partis. Probablement partis pour n'importe où dans leur minuscule bateau. J'ai menti aux flics sur ce qui s'était passé, craignant des répercussions pour la fraternité. Heureusement, ils n'ont pas posé de questions. Mes frères de fraternité ne m'ont pas trop critiqué. En fait, ils étaient surtout furieux contre Chandler de ne pas avoir réalisé ce qui s'était passé, même s'ils jurent n'avoir rien entendu. Après ça, je suis devenu un frère et tout est revenu à la normale. Enfin, à la normale pendant un temps. Quelques semaines plus tard, avec 2 gars, on jouait au beach die dans le sable derrière la maison quand Jackson a remarqué quelque chose au loin. Un bâton dépassait du sable et attaché à ce bâton était le morceau de tissu blanc qui avait été arraché de mon t-shirt. Le motif sur le bâton déchiré était indéniable. C'était mon t-shirt. À ce jour, je ne sais toujours pas comment ils ont su à quelle fraternité j'appartenais. Mes frères pensent qu'ils ont peut-être reconnu le morceau de mon t-shirt, mais j'ai une théorie plus sinistre. Je pense qu'il est fort possible qu'ils savaient que notre fraternité nous enverrait des recrues sur cette plage ce soir-là, impuissantes et aveugles. Je pense qu'ils ont très bien pu tout planifier autour de cette stupide tradition, débarquant et kidnappant qui ils pouvaient. J'ai juste eu la malchance d'être au fond, ce qui me donne encore des frissons aujourd'hui. Je me demande encore ce qui m'aurait pu arriver si j'étais monté à bord de ce bateau. La police, comme toujours, a été impuissante. Cela fait presque plusieurs années, et ils n'ont jamais rien trouvé. Cela m'est arrivé il y a environ 1 an aujourd'hui, et c'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. J'ai 19 ans et j'étais en train d'intégrer une fraternité sur mon campus. Je fréquente une grande école du Sud, où la vie grecque est prise très au sérieux. Pour des raisons de confidentialité, je vous épargnerai les détails. Mais cette nuit-là était mon initiation, c'est-à-dire la nuit où ma classe de 20 élèves et moi devenions officiellement frères de la fraternité. Pendant le processus d'adhésion, qui dure quelques mois, les frères nous faisaient faire des choses étranges, comme nous bander les yeux et nous emmener dans des endroits étranges. Vous savez, le bizutage classique. C'était une de ces nuits-là.
On avait les yeux bandés et on a quitté la maison de la fraternité vers 22h30. Les frères ont pris nos téléphones et nous ont conduits à un endroit mystérieux, répartis dans 2 voitures différentes pour s'assurer que nous arrivions tous. En chemin, ils nous ont fait mémoriser une chanson ringarde à plein volume. On devait toujours faire ces tâches pénibles les yeux bandés, sans doute à cause de ce bizutage. Bref, après environ 20 minutes de route, la voiture s'est arrêtée et j'ai entendu les portes s'ouvrir et se fermer. J'ai senti une main m'attraper le bras et me faire sortir silencieusement. Nous avons marché environ 60 mètres, puis on m'a dit de m'asseoir et de me taire. J'étais assis dans l'herbe, j'ai donc supposé que nous étions dans un champ ou quelque chose comme ça. Je savais aussi que j'étais assis près de gens car je les entendais s'asseoir, et j'ai aussi entendu les frères leur dire à chacun de se taire. Après environ 1 minute de silence, j'ai entendu une voix s'adresser à nous tous, disant un tas de choses liées à la fraternité, mais surtout à quel point nous étions dignes d'en faire partie. Puis, pendant une trentaine de minutes, je suis resté assis en silence, entendant de temps en temps des bruits de pas et des mouvements autour de moi. J'ai supposé qu'ils accomplissaient peut-être les dernières étapes de l'initiation avec chaque personne individuellement, comme les emmener pour leur parler en privé. Je n'en étais pas sûr, mais avoir les yeux bandés signifiait que j'étais laissé à mon imagination. Il fut un temps où les pas s'éloignèrent, laissant place au chant des grillons et au bruissement des feuilles dans la brise nocturne. Je commençais à me sentir mal à l'aise, car cela devait faire une vingtaine de minutes que j'étais assis là, silencieux. Puis, soudain, j'entendis enfin les pas d'un des frères s'approcher de moi, et je sentis une main m'attraper le poignet et m'entraîner. Il ne dit pas un mot, et moi non plus. Je voulais juste en finir pour pouvoir retirer ce stupide bandeau. Pendant que nous marchions, je sentais le sol passer de l'herbe à un terrain plus accidenté. Je savais que nous traversions une forêt, car je sentais les branches et les arbustes me râper contre le corps. Nous marchâmes un moment, et à un moment, le bandeau devint très inconfortable autour de mes yeux. Je le lui expliquai et lui demandai si nous pouvions nous arrêter une seconde pour que je puisse l'ajuster. Il s'arrêta et me lâcha. Alors que je me frottais les yeux sous le bandeau, j'entendis une voix grave et rauque dire « Enlève-le ». J'hésitai une seconde, ne sachant que dire. Sa voix me déstabilisa, car elle ne me semblait pas familière. Inutile de préciser que je l'enlevai, et ce que je vis ne fut pas ce que j'avais imaginé. Je me trouvais face à un grand type tout de noir vêtu, portant un masque de vendetta. J'ai poussé un cri aigu et j'ai bondi en arrière. Une partie de moi pensait que c'était juste une farce de bizutage raté. Mais avant même qu'un mot ne puisse s'échapper de ma bouche, il se jeta sur moi en hurlant qu'il allait m'emmener avec lui. Nous nous sommes battus au sol, et je sentais bien qu'il essayait de m'étrangler. De toutes mes forces, je le repoussai, me relevai et filai dans la direction opposée, n'utilisant que la lumière de la lune pour me guider. Mon cœur battait à tout rompre et je regardais sans cesse en arrière, craignant qu'il ne me suive. J'ai fini par entendre des gens crier mon nom et j'ai failli percuter de plein fouet l'un des frères de la fraternité. Je lui ai raconté, d'une voix confuse et saccadée, qu'un inconnu masqué m'avait entraîné dans la forêt et avait tenté de me combattre, mais avant que je puisse les prévenir davantage, 5 ou 6 d'entre eux sont passés devant moi en courant, lampe de poche à la main, cherchant à le poursuivre. L'un d'eux est resté avec moi pour me calmer et me raccompagner en lieu sûr. En sortant du bois, j'ai réalisé que nous étions dans un jardin, probablement la maison d'un des frères. J'ai vu presque toute la fraternité debout sur le porche, nous regardant, sous le choc. Je leur ai demandé ce qui se passait. Ils ont dit que, comme il faisait nuit et que j'étais le dernier de la file, le frère qui était censé m'escorter avait en quelque sorte oublié ma présence et m'avait complètement oublié. Ils ont dit que quelques minutes plus tard, l'un d'eux avait cru voir du mouvement dans les bois, à peu près au même moment où ils ont réalisé que je n'étais pas dans mon groupe. J'étais tellement choqué que je ne pouvais même pas m'en vouloir. Aucun d'eux ne savait qui était cet homme, mais certains frères ont supposé qu'il pouvait s'agir d'un frère d'une autre fraternité. Peu après, des lampes de poche ont émergé des arbres et je les ai vus revenir vers nous en courant. Ils ont dit à tout le monde de foutre le camp et de retourner immédiatement sur le campus. Ils n'ont posé aucune question. Ils ont fermé la maison à clé et l'un d'eux a appelé la police. Pendant tout le trajet du retour, j'ai été bombardé de questions et j'y ai répondu du mieux que j'ai pu, l'esprit encore en ébullition. Je me demandais d'où venait cet homme, pourquoi portait-il un masque et où il pouvait bien me mener. J'ai imaginé des scénarios, comme celui d'un frère d'une fraternité rivale qui aurait pu essayer de me voler avant mon initiation. Cela n'explique pas pourquoi les frères ont verrouillé la maison et appelé la police. Je ne l'ai appris que le lendemain,
lorsqu'un des frères qui courait après lui m'a raconté ce qu'ils avaient trouvé dans les bois, et ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Alors qu'ils couraient, ils ont aperçu une lumière au loin. Ils se sont tus, et en s'approchant, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un feu de joie au milieu d'une clairière. Autour du feu se tenaient plusieurs personnes vêtues de noir et portant des masques blancs de vendetta, scandant des slogans et jetant des objets dans le feu. L'un des frères a marché sur une branche bruyante, forçant tous les hommes masqués à se retourner vers eux. Ils se sont figés, et comme sortis tout droit d'un film d'horreur, les hommes mystérieux se sont soudain mis à courir dans leur direction. Ils ont pris la fuite et sont revenus, où ils ont dit à tout le monde de partir et d'appeler la police. On aurait dit que nous étions enfermés dans une sorte de réunion rituelle de secte. Je n'ai pas dormi pendant de nombreuses nuits après cela, et j'ai fait de mon mieux pour me vider la tête. Cependant, une nouvelle de la fraternité quelques jours plus tard m'a fait froid dans le dos. Alors que certains d'entre eux jouaient au football américain dans le jardin de cette même maison, ils ont trouvé un masque de vendetta blanc accroché à un arbre non loin. Ils ont appelé la police, et les policiers l'ont emporté comme preuve et l'ont examiné. Je ne sais pas si ces types ont été arrêtés, ni même si la police en a tiré quelque chose. Je ne sais pas non plus ce que ces étranges individus faisaient dans ces bois. J'ai beaucoup repensé à cette expérience ces derniers temps, et je suis content de n'avoir rien gardé d'autre qu'une histoire folle. Cela fait 8 ans que j'ai obtenu mon diplôme universitaire. J'étais à Cooper Union, une petite école technique en plein cœur de Manhattan. Étudier à New York était génial, et je ne l'échangerais contre rien. Il n'y avait pas beaucoup de fraternités à l'époque, alors j'étais sûr d'en rejoindre une pour être sûr d'avoir des fêtes et tout le tralala. J'étais un enfant relativement normal, donc obtenir une offre n'a pas été trop difficile. La plupart des événements de promesse étaient plutôt banals, mais j'allais bientôt découvrir ce qu'ils compensaient. J'espère ne pas avoir d'ennui pour avoir divulgué cette histoire, mais elle s'est déroulée il y a si longtemps que je pense qu'il est prudent d'en parler. Je doute que mon ancienne fraternité oblige encore ses promesses à faire ça. J'espère vraiment que non. Bref, le truc le plus important de notre initiation était une tournée du métro. Je ne me souviens plus exactement où c'était, mais il y avait une vieille station de métro abandonnée que les adolescents exploraient généralement. Notre fraternité nous faisait entrer par l'un des quais en service, marcher jusqu'à celui abandonné, prendre quelques photos, puis continuer jusqu'au quai en service suivant. On nous avait donné les horaires de métro pour éviter qu'une rame ne passe pendant que nous étions vulnérables. On avait tout le temps de monter sur le quai abandonné, d'attendre le passage d'une rame, puis de rejoindre la station suivante. Je sais ce que vous pensez probablement, mais non, on n'a pas eu à fuir un train. L'itinéraire était plutôt bien planifié, et on avait tous une grande marge de manœuvre pour traverser la voie. Il suffisait d'éviter le dangereux troisième rail, et tout irait bien. J'étais un grand fan d'exploration urbaine avant la fac, donc honnêtement, c'était plus excitant qu'angoissant pour moi. C'était un jour de semaine, vers 3 heures du matin, quand nos camarades de fraternité nous ont fait descendre dans le métro. Je suis presque sûr qu'ils ont choisi ce moment-là parce que les trains étaient très peu fréquents et qu'on serait protégé à tout prix. On était une dizaine. Je vous assure, c'était une école assez petite. Pas besoin de connaître les noms de tout le monde, mais je dois dire que mon meilleur ami dans ma classe de jeunes engagés était un Albanais nommé Riker. C'est le type le plus drôle qu'on puisse rencontrer. Mes amis et moi lui avons toujours dit qu'il devrait essayer de faire du stand-up. Il a aussi fumé une tonne de cannabis, ce qui est important pour cette histoire. On est tous rentrés dans le métro sans encombre. Riker et moi avons fermé la marche, car tout le monde avait trop peur. Il faisait vraiment sombre là-dedans, et nos camarades de fraternité ne nous avaient donné que 2 lampes torchées à partager. On n'avait que ces lampes torchées et un seul appareil photo bon marché. On m'a d'abord confié une des lampes torchées pour être à l'arrière, mais j'ai vite cédé à l'un de mes frères de promesse qui se plaignait de ne pas y voir grand-chose. Moins de 30 secondes après le début de la marche, Riker a eu sa première idée de génie. Il a sorti un joint préroulé de sa veste et m'a fait signe d'arrêter avec un grand sourire. « Je n'ai pas assez à partager », a-t-il murmuré en désignant d'un signe de tête les autres qui n'avaient pas remarqué ce qu'on faisait. Contre toute attente, j'ai obéi. Zut, quand aurais-je l'occasion de fumer à nouveau dans un tunnel de métro? On a fumé tous les deux en regardant les autres s'éloigner, leur rire résonnant commençant à s'estomper. On a fini le joint, et on était loin derrière le groupe. Le pot de Riker était vraiment fort, et je me suis retrouvé un peu plus distrait que je ne le voulais. Ma tolérance était nettement inférieure à la sienne. On a accéléré le pas pour rattraper le reste du groupe, mais Riker a remarqué quelque chose sur notre chemin. On n'avait pas de lumière,
Donc on ne voyait qu'une silhouette dans la pénombre du tunnel. J'ai creusé un peu plus les yeux. Il y avait bien quelqu'un là-dedans, immobile au milieu de la voie, face à nous. C'était franchement un peu flippant. « David ?» appela Ricker, sa voix perçant le silence du tunnel. La personne sur la voie ne répondit pas. Juste à ce moment-là, la voix de David nous appela de plus loin. Nous nous sommes figés. Cette personne devant nous était un inconnu. Comme si la voix de David était une sorte d'interrupteur, la personne sur la voie s'est mise à courir vers nous à toute vitesse. Nous nous sommes retournés et avons filé dans le même sens. Vu la hauteur, j'ai eu l'impression d'être sur le point de faire une crise de panique. Le sprint de la silhouette était étrangement silencieux, comme si nous étions poursuivis par une ombre. Ce type devait être incroyablement léger. La prise de Ricker sur mon bras se resserra, son assurance niaise complètement disparue. « Plus vite !» siffla-t-il, la peur dans sa voix imitant la mienne. Je savais qu'il nous restait encore un peu de temps avant l'arrivée du train suivant, mais courir dans la mauvaise direction me semblait tout simplement inconfortable. Ricker a dû penser la même chose, car il m'a tiré frénétiquement sur le côté, nous faisant signe de traverser le séparateur pour changer de voie. Avec le recul, nous aurions probablement pu continuer à courir jusqu'à la station initiale, mais j'étais tellement défoncé que j'ai suivi Ricker aveuglément. Nous avons traversé le séparateur et avons sprinté vers la station abandonnée. La situation était encore plus terrifiante à présent. Nous n'avions aucune idée du moment où un train allait foncer sur nous sur cette voie, mais au moins nous allions dans la bonne direction. J'espérais que la manœuvre de Ricker suffirait à déstabiliser ceux qui nous poursuivaient, mais apparemment non. Ceux qui étaient derrière nous ont également traversé le séparateur et ont continué à nous courir après. Le problème, c'est qu'il n'y avait que quelques endroits où le séparateur pouvait être traversé, alors il fallait prier pour en trouver un autre avant l'arrivée d'un train. Faire demi-tour pour rejoindre celui que nous venions d'emprunter n'était plus envisageable. Mon cœur battait la chamade, mais Ricker et moi avons réussi à creuser l'écart avec notre poursuivant. Nous avons continué à courir, cherchant un endroit pour traverser, mais en vain. Ricker s'est mis à jurer à plusieurs reprises, et j'ai eu envie de vomir. Nous avons continué à courir, cherchant toujours un endroit pour traverser. Juste à ce moment-là, la voie s'est mise à vibrer, et nous avons vu une lueur percer au fond du tunnel. Un train arrivait. Nous étions fichus. J'ai envisagé de faire demi-tour et de me battre avec celui qui était derrière nous, mais Ricker a hurlé juste là, courant vers le séparateur. Par miracle, le prochain passage était juste devant nous, et nous sommes tous les deux revenus sur la voie d'origine. Nous avons sprinté sur une trentaine de mètres et rattrapé les autres gars qui étaient sur le quai. Ricker m'a tout expliqué pendant que je me penchais pour vomir. Moins de 30 secondes plus tard, le train sur l'autre voie est passé à toute vitesse. Ricker et les autres étaient prêts à affronter celui qui nous poursuivait. Personne ne s'est présenté, cependant. On a cru au pire, mais juste à ce moment-là, on a entendu un autre cri de folie au loin. À ce jour, je n'ai toujours aucune idée de comment cette personne a pu éviter le train. On a attendu qu'il passe sur notre voie, puis on a filé à toute vitesse. Avec le recul, Ricker et moi avons probablement croisé un sans-abri drogué qui ne représentait peut-être même pas une menace pour nous. La peur a pris le dessus à ce moment-là, ce qui explique, je suppose, la décision stupide qu'on a prise de franchir le séparateur. Je suis sûr qu'on aurait pu repousser ce type tous les deux, mais je suis content qu'on n'ait pas eu à le faire.